C'est parti. C'est parti. Alors, donc, transformation naturelle. C'était un petit peu là où on s'était arrêté la dernière fois et on va continuer un petit peu à parler de tout ça. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait cours, prendre le temps de faire les choses tranquillement. Mais alors, avant donc de parler de catégories, j'avais envie de partager un- un truc assez marrant et en même temps un étonnement euh, dont j'ai parlé à mes élèves. Euh, c'est, allez, on va appeler ça sinus discret. Qu'est-ce que c'est que le sinus discret? Alors, bon, on a une analogie assez classique entre le monde continu et le monde discret, qui a f' associe un plus 1 moins un, et qui a, bon, bah, pareil, hein, l'intégrale de f associe la somme des uk, etc. Alors maintenant, dans un premier temps, je vais prendre E égale l'ensemble des fonctions C infini de R dans R. Et je vais regarder l'opérateur de dérivation de E dans E, qui a une fonction associée à sa dérivée. Et je vais considérer le polynôme x carré moins 1, x carré plus 1, qui appartient à R crochet x. Donc naturellement, je peux regarder l'opérateur P de D, qui est un opérateur donc, de E dans E. Et donc, c'est juste l'opérateur qui a f associe la dérivée seconde de f plus f. Et je peux regarder le noyau de D. Le noyau de D, c'est l'ensemble des solutions C infini à l'équation y seconde égale moins y. Et c'est égal à vect de cos ici. Voilà. Et maintenant, et c'est là où je fais le parallèle avec le monde discret, je vais maintenant faire la même chose en plaçant sur l'espace vectoriel E des suites, par exemple, indexées par Z. Alors, je mets indexé par Z, j'aurais pu mettre indexé par N, mais indexé par Z, on a vraiment du coup les deux côtés de la droite. Et je considère, alors je ne vais pas considérer justement, j'ai deux opérateurs sur E, classiques, intéressants. Ben, j'ai le shift qui a une suite UN associe la suite des UN plus 1. Et j'ai l'opérateur de dérivation discrète qui a une suite UN associe ce que j'appelle la suite de ses pas. UN plus 1 moins. C'est a priori plutôt delta qui est l'analogue de la dérivée. Mais si on calcule ker de S carré, ker de P de S, donc je garde le même polynôme P, donc c'était x carré plus 1, ouais. Et je regarde ker, donc soit un appartenant à ker de P de S. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a P de S de la suite UN, qui est la suite nulle. C'est-à-dire que, alors, donc, P de S, ça va être ici, P de S, c'est égal à S carré plus identité de E. Et donc, quand j'applique à une suite UN, ça me fait deux fois le shift. Donc, UN plus 2, plus UN égale 0. Donc, ça, c'est une suite récurrente double.
Et il y a un théorème classique de première année qui classifie les suites récurrentes doubles en fonction des racines du polynôme caractéristique. Là, le polynôme caractéristique, c'est le même polynôme. Hein. C'est l'équation caractéristique, c'est r carré plus 1 égale 0. Les solutions, c'est plus ou moins i. Comme on est dans le domaine complexe, ça, on l'écrit plutôt module fois e plus ou moins i pi sur 2. Et donc, à ce moment-là, on sait que les solutions s'écrivent sous la forme 1 puissance n fois a cos pi sur 2n plus b sinus pi sur 2n. Alors maintenant, je vais regarder ce que c'est que la suite cos pi sur 2n. Alors, en 0, ça vaut 1. En 1, ça vaut 0. En 2, ça fait cos pi. On récupère du moins 1. Et ensuite, on fait ça. Et donc, si je dessine cette suite, j'arrive sur cette suite-là. Et bon, sinus pi sur 2n, ça fait pareil. Ça vaut 0. Et après, pour n égale 1, sinus pi sur 2, ça fait 1. Ensuite, ça va faire la même chose. Donc, on va dessiner une sorte de sinus comme ça. On va dessiner une sorte de cosinus comme ça. Cette suite-là, je vais l'appeler, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, cette suite-là. SN? SN, ouais. Et cette suite-là, CN. CN. C'est les suites qui sont indexées par Z. Et donc, on a le fait que le noyau de P du shift, c'est vect de C et de S. Et je trouvais ça assez mignon. Alors, c'est apparu un peu par hasard. C'est un complément que j'ai fait en début de cours. Suite à un exercice d'un de mes colleurs, il fallait montrer que si U et V commutent, alors U commute avec... alors U stabilise l'image de n'importe quel polynôme en V. C'est un de mes colleurs qui est présent en fait en ce moment sur le Zoom. Et les élèves, ils m'ont dit, monsieur, on a eu cet exercice en colle, vous pouvez expliquer? Donc, je suis parti dans un long complément. J'ai voulu leur donner un petit peu des exemples concrets parce qu'ils voulaient comprendre ce que c'était un petit peu c'est quoi concrètement le noyau d'un polynôme d'endomorphisme, etc. Donc, j'ai pris des exemples qui me tombaient un petit peu comme ça par hasard. Et j'ai pris Kerr PS parce que j'ai vu un peu à l'avance qu'il allait avoir une analogie qui se mettait en place. Et voilà. Je trouvais ça assez mignon. Alors, j'en dirais pas vraiment plus, mais les questions, c'est les questions naturelles qu'on pourrait se poser. C'est quid de Kerr P de delta? Parce qu'a priori, moi, je m'attendrais plutôt que l'analogue discret de cosinus et de sinus, ça va être plutôt une base de Kerr P de delta. Et alors, j'ai quand même envie de le faire. Alors, ça vous dit qu'on regarde ça ou on part sur les catégories? Non, vas-y, vas-y. Non, c'est sympa, c'est super sympa. Alors, P de delta, donc c'est delta au carré plus identité de E. Et delta au carré,
Ça doit faire un truc du genre S carré moins 2S plus identité de E. Si ma mémoire est bonne, simplement, on peut regarder que delta, c'est égal à S moins identité de E. Donc, j'ai bien le fait que delta au carré, c'est S carré plus identité de E moins 2S. Et donc, P de delta, c'est S au carré moins 2S plus 2 identité de E. Donc, si je prends U, une suite qui est dans ker P de delta, j'ai donc pour tout n, UN plus 2 moins 2 UN plus 1 plus 2 UN égale 0. Donc l'équation caractéristique, allez, on va directement parler de polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, c'est x carré moins 2x plus 2. Ça, il faut calculer ses racines. Alors, son delta, il va valoir 4 moins 4 fois 2. Donc, il va valoir moins 4. Et donc, les racines, ça va être 2 plus ou moins 2 i sur 2. Donc, on va trouver 1 plus ou moins i. Attends, je vérifie mes calculs. Moins b, 2. Ici, le delta, c'est b carré 4 moins 4ac. Ça a l'air d'être bon, moins 4. 1 plus ou moins 10. Ça, il faut que je l'écrive sous forme. Il faut que je l'écrive sous forme trigonométrique. Donc, ça me fait du racine de 2 e i pi sur 4. Et donc, du coup, une base de racine, ça va être racine de 2 puissance n, facteur de cos n pi sur 4 plus sin n pi sur 4. Et ça, je peux le dessiner rapidement. Alors, ça me fait quoi? Ça me fait un cos un peu plus précis, en fait. Alors, je vais prendre celui-là. Je suis plus avec les sinus. Sinus en 0, donc on obtient 0. En 1, on va obtenir du racine de 2 sur 2. En 2, on va obtenir du 1. Et ensuite, on va avoir quelque chose de complètement symétrique. Et là, je suis en racine de 2 sur 2. Sinus de n pi sur 4. Alors, il y a un facteur racine de 2 puissance n. Voilà. Alors, l'autre question qu'on pourrait se poser, donc, autre piste, autre direction, c'est essayer de faire l'inverse. Alors, on cherche un polynôme Q de degré 2 tel que Q crochet delta, ça soit égal à S carré plus identité de E. De façon à ce que ensuite on va regarder peut-être l'équation associée à celui-là. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc ça fait A delta carré plus B delta plus C identité de E. Et donc ça fait A facteur de, on a dit que c'était S carré moins 2S plus identité de E plus B facteur de S moins identité de E plus C identité de E. Et donc A égale 1.
Donc, en S carré, j'ai juste du S. J'ai du 1. Devant le S, j'ai du moins 2 plus B, facteur de S. Et ensuite, en constante, là, j'ai du A. Là, j'ai du moins B. Et ensuite, j'ai du C. Là, je le dis C. Et donc, il me faut B égale 2. Et donc, ça me fait A moins B, ça fait moins 1. Et donc, C égale 2. Et donc, je me retrouve avec Q est égal à x carré plus 2x plus 2. C'est exactement le polynôme qu'on avait tout à l'heure. Non, on avait un moins tout à l'heure. On avait trouvé x carré moins 2x plus 2. Donc, avec Q est égal à x carré plus 2x plus 2, on a le noyau de ker Q de delta qui est égal à vect de notre cosinus discret de la suite Cn et la suite Sn. Et ici, on pourrait regarder maintenant quelles sont les racines de ce polynôme-là. Et les racines de ce polynôme-là, on va avoir le même delta que tout à l'heure. Ça va être du moins 2, du moins 1 plus ou moins i. Moins 1 plus ou moins i. Et les solutions de cette équation différentielle, donc ça, je l'écris. J'écris que c'est 1 facteur de E plus ou moins un truc du genre 3i pi sur 4, je pense. C'est encore racine de 2 le module. Ouais, merci. Bref. L'analogie marche bien avec le shift, mais pas trop avec le delta. Enfin, c'est un peu mystérieux qu'avec le shift, ça marche parfaitement. Et, enfin, voilà. Bon, ça conclut pas terriblement à la fin. Mais c'était marrant de voir que ker Q2S et enfin, ker P2S, hein, la conclusion, c'est que on a vraiment ker P2S qui ressemble à ker P2D. J'étais assez étonné de voir ça. C'était assez joli. Colin, pourquoi est-ce que c'est dans quel domaine déjà qu'on aimerait bien que la différence entre deux termes consécutifs ce soit analogue à la dérivée? Par exemple, tu as la transformation d'Abel qui est un analogue de l'intégration par partie. Tu as le fait que si le delta vaut 0, c'est que la suite est constante. Ouais. Si le delta est positif, ta suite est croissante. Ouais. Lorsque tu cherches à résoudre des suites récurrentes un peu pourries, du type un plus 1 est égal à un plus racine de un ou des trucs comme ça, bah, tu le transformes en un plus 1 moins un égale racine de un. Tu dis, bah, du coup, je vais regarder l'équation différentielle f' égale racine de f. Et ça peut te donner des indications sur les étapes qu'il faut ensuite suivre pour pouvoir résoudre ta suite récurrente et montrer qu'elle est équivalente à 0, qu'elle diverge en plus l'infini ou des trucs comme ça. Donc, c'est une analogie qui a l'air quand même pas mal. Voilà. Bon, bah, je vous propose qu'on continue sur les catégories. Yep. Alors, on va continuer à parler de transformation naturelle. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est qu'une transformation naturelle, parce que je pense que ça peut être bien de rappeler la définition. Alors, définition. Que je regarde un petit peu le temps. Là, il est 15h26. Je pense que j'ai commencé à enregistrer il y a peut-être 20 minutes, vers 15h10. Ok, 15h10. Ouais, j'ai un hard stop dans 34 minutes. D'accord. Bah, c'est cool. Ça va permettre de ne pas faire trop longtemps. Donc ici, je
t'aurais bien proposé d'ailleurs, Eric, si tu avais eu du temps derrière, qu'on prenne du temps pour bosser en live sur. Alors, ouais, mais pas juste derrière, mais 1 heure après. Ok, bon, on fera ça alors. Tu me tiendras au courant sur Slack ou un truc comme ça. Donc, je vais prendre C et D, deux catégories. Et l'idée d'une transformation naturelle, ah oui, ça me revient. En fait, j'avais décidé d'interpréter un foncteur non pas comme un gentil morphisme entre deux catégories. Hein. Donc ici, je prends F et G, deux foncteurs. Donc ici, il ne faut vraiment pas que ça soit quelque chose qui soit effrayant, un foncteur. C'est juste un morphisme entre deux catégories. Donc un truc, tout ce qu'il y a de plus bateau, en fait, qui vient transformer les objets d'une catégorie en les objets d'une autre catégorie. Typiquement, les exemples de foncteurs que j'avais donnés, c'est, je ne sais pas moi, le groupe fondamental qui a un espace topologique associe son groupe fondamental en un point, par des espaces topologiques pointés. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme foncteur? Je ne sais plus, on avait vu plein d'exemples. Et donc là, l'idée, c'est de ne pas voir un foncteur comme un morphisme, mais plutôt de le voir comme une famille. Hein. Donc ici, on va faire un acte un petit peu hardi. C'est on décide de voir un foncteur plutôt comme une famille d'objets de D. De D indexés par C. Donc du coup, je vais changer un petit peu de notation. Donc, du coup, nouveau point de vue, qui évidemment, c'est juste une différence de notation, hein, il ne se passe absolument rien. Nouveau point de vue, je considère I une catégorie et je considère C une catégorie. Et je considère XI et YI des éléments de C puissance I. Évidemment, c'est de la grosse arnaque, ça. Ça veut juste dire que c'est des foncteurs. Je le remets juste. C'est des foncteurs qui vont de grand I dans C, qui a un objet petit i de la catégorie I associé à un objet xi de la catégorie C, avec évidemment une donnée supplémentaire, plus le fait que si j'ai une flèche entre I et J, j'obtiens un morphisme entre xi et xj et des données de compatibilité. Compatibilité à la composition, tout simplement. Donc, je me donne I, une catégorie de base, d'indice, C, la catégorie dans laquelle je bosse, et je me donne deux familles XI et YI d'objets. Eh bien, une transformation naturelle, qu'est-ce que ça va être? Une transformation naturelle de la famille XI dans la famille YI. Eh bien, c'est simplement la donnée pour tout I appartenant à grand I d'un morphisme alpha indice I qui va de YI qui va de XI dans Y. Donc ça, c'est la définition d'une transformation naturelle. Juste en ayant modifié ce point de vue de passer d'application ou de transformation ou de morphisme à une notion de famille, le truc semble
quand même très naturel. J'ai deux familles d'objets qui sont paramétrés et je dis que je veux qu'il y ait une... alors, on peut tenter un petit dessin. Comment je pourrais tenter ce petit dessin? Je vis dans la catégorie C. J'ai une famille d'objets ici. I0, I1, I. J'ai une famille d'objets indexés par ma base grand I. J'ai une deuxième famille d'objets indexés par la même base. Et une transformation naturelle, c'est une flèche comme ça. Et, là, j'ai bugué, qui du coup va transformer lui en lui vers lui, et lui vers... Bon, ces flèches-là ne sont pas très... Transforme lui en lui. Voilà. Donc, c'est la donnée. Donc, si je reprends la définition, une transformation naturelle de xi dans yi, c'est la donnée pour tout objet i, tout élément i de ma base, d'une transformation de xi vers yi, telle que, eh bien, si j'ai un morphisme de i vers j, j'ai naturellement un morphisme de xi vers xj. Là, je vis dans ma catégorie i. Et là, je vis dans ma catégorie C. Là, pareil, vu que j'ai un morphisme de I vers J, j'ai un morphisme de YI vers YJ. Et donc, ensuite, là, j'ai mes morphismes alpha I qui sont ma transformation naturelle. Et je demande que ça commute. Voilà, et c'est tout. Voilà ce que c'est que la transformation naturelle. Donc, bilan, deuxième bilan, on va encore reformuler dans le point de vue initial. Eh bien, je prends C et D, deux catégories. Je prends grand F et grand G, deux foncteurs, un foncteur de grand F dans grand G. Eh bien, une transformation naturelle, alpha, de grand F vers grand G, qu'on note généralement donc là, j'ai mes deux objets F et G, que je vois qu'il faut comprendre éventuellement intuitivement comme des familles d'objets 2D indexés par la base C. Et généralement, la transformation naturelle, on va la noter comme ça. Donc, une transformation naturelle, alpha, notez ça, c'est la donnée, pareil. C'est la donnée de alpha indice x, de f de x dans g de x, pour tout objet x de C, plus condition de commutation. Voilà. Donc là, j'ai juste fait une sorte, j'ai plus ou moins redit ce que j'avais dit la dernière fois. Et alors, quelques petits faits. Donc ça, c'était la définition. Ensuite, quelques faits sur ces transformations naturelles. Eh bien, premièrement, si j'ai, donc, on peut composer. Donc,
Ça veut dire que si j'ai une première transformation naturelle de F vers G, et si j'ai une deuxième transformation naturelle de G vers H, eh bien, ça me donne une transformation naturelle de F vers H. Qui est noté alpha puis bêta. Donc, on a une composition des transformations naturelles. Deuxièmement, on a des identités. Des identités, c'est quoi? C'est j'ai une famille indexée par C à valeur dans D. Eh bien, je peux regarder la famille, la transformation identité, qui agit trivialement sur chacun des objets de cette famille. Et donc, on obtient quoi? C'est que l'ensemble des foncteurs ici, on peut mettre des guillemets autour de ensemble, hein, si on veut le faire. Ce n'est pas forcément un ensemble. L'ensemble des foncteurs fun de C vers D, que je peux interpréter comme l'ensemble simplement des objets de D indexés par C. L'ensemble des foncteurs fun de C vers D, eh bien, muni des flèches donc, si j'ai F et G qui sont deux foncteurs, je dis que l'ensemble des flèches de F vers G, c'est l'ensemble des transformations naturelles de F vers G, égale l'ensemble des alpha, l'ensemble des alpha, où alpha, c'est justement une flèche. Alors, le F, il n'est pas là, pardon. De F. Voilà. L'ensemble des transformations naturelles. Ensemble des transformations naturelles. Et donc, le bilan, c'est que je me donne C et D des deux catégories. Alors, l'ensemble des foncteurs de C vers D est lui-même une catégorie. C'est une catégorie dont les objets sont les foncteurs et les morphismes, les transformations naturelles. Alors, je vais juste allumer la lumière, j'arrive.
Donc ça, c'est la notion de transformation naturelle, qui est la notion naturelle de morphisme entre deux foncteurs. Et donc, l'idée suivante, c'était de vérifier que tous les isomorphismes naturels qu'on a vus dans les cours précédents rentraient dans cette définition. Et ici, on s'était arrêté sur l'isomorphisme naturel entre une partie et l'ensemble des applications de E dans 0,1. Exactement. Donc, on va regarder ça. Étude d'un exemple. Donc, je vais prendre l'idée, c'est que je peux regarder on a un premier foncteur qui va de la catégorie des ensembles qui a E associe P de E, qui a un ensemble associe P de E. Alors P de E, je ne sais pas trop encore. Comment je peux le voir? C'est un ensemble P de E, mais je peux aussi le voir comme un ensemble ordonné. Alors, première question. Ça, je vais l'appeler grand F. Peut-on voir grand F comme plutôt un foncteur vers la catégorie des ensembles ordonnés? Alors bon, qu'est-ce que c'est que la catégorie des ensembles ordonnés? C'est les objets, c'est les ensembles ordonnés, c'est-à-dire les ensembles munis d'une relation d'ordre, et les morphismes, c'est les applications croissantes. Donc premièrement, c'est bien que P de E est un ensemble ordonné. En effet, c'est P de E muni de la relation d'inclusion entre les parties de E. Deuxièmement, F est-il un foncteur? Alors, ça veut dire quoi que F est un foncteur? Ça veut dire que si j'ai un ensemble E1 et une application petit f de E1 dans E2, bon, j'ai bien associé à E1 l'ensemble des parties de E1. Et j'ai bien associé à E2 l'ensemble des parties de E2. Et j'ai même dit, d'ailleurs, on va essayer de le faire en tant qu'ensemble ordonné.
Et je veux en déduire une flèche ici. Je veux en déduire une flèche. Alors en fait, il se trouve que la bonne flèche doit être prise dans le sens opposé. Et c'est quoi cette flèche? C'est, eh bien, donc on se donne f, petit f, une application de E1 en E2. Ça, c'est notre donnée de départ. Et on veut construire une flèche de P de E2 vers P de E1. IE, si B est une partie de E2, on veut définir une partie de E1. Donc là, j'imagine que vous voyez bien ce que je suis en train de faire apparaître. C'est évidemment l'application image réciproque. On considère l'application qui va de P de E2 dans P de E1, qui a une partie B de E2 associe son tiré en arrière. F moins 1 de B. C'est l'application que je vais noter F moins 1, comme ça, qui a une partie associée le tiré en arrière de cette partie. On peut rapidement faire le dessin. J'ai E1 vers E2, l'application F. J'ai ici une partie, hop, et donc il y a un tiré en arrière. C'est le truc le plus naturel. Et donc voilà. Donc ici, j'ai trouvé F, c'est F moins 1. Et la question, c'est, est-ce que cette application-là, F moins 1, est-ce que c'est une application croissante? Est-ce que c'est une application d'ensemble ordonné? Et la réponse est oui. On a, je vais mettre que j'ai appelé ça fait. On a si B est inclus dans B', dans P de E2, alors le tiré en arrière de B est inclus dans le tiré en arrière de B', dans P de E1. IE, F-1, qui va de P de E2 dans P de E1, est bien une application croissante. Voilà. Et donc, bilan, on a obtenu bilan, on a construit, on a défini une application grand F, enfin un foncteur grand F. Alors, comme on renverse les flèches, ça veut dire qu'on va devoir opposer une des catégories. Les flèches ne vont pas dans le même sens. Au départ, si j'ai une flèche qui va de grand E, de E1 vers E2, ma flèche à l'arrivée va dans l'autre sens. Donc, je vais devoir considérer la catégorie opposée. Alors, je peux opposer soit au début, soit à la fin. Et traditionnellement, on oppose plutôt au début. Donc, j'ai défini un foncteur de la catégorie des ensembles vers la catégorie des ensembles ordonnés, qui est un ensemble E, associe le couple des parties de E munies de l'inclusion. Et donc ça, c'est l'occasion pour moi d'introduire une définition.
que je n'avais pas donné jusque-là. Ce n'était pas nécessaire de nous encombrer avec ça. Donc, je me prends deux catégories C et D. Alors, un foncteur contravariant f, enfin un foncteur contravariant f de C vers D, c'est un foncteur f de la catégorie opposée à C dans la catégorie D. Donc c'est un foncteur, simplement les flèches vont dans le sens opposé. Ça ne change rien en pratique. C'est ce qu'on appelle un foncteur contravariant. Et c'est ça. Et un foncteur qui n'est pas contravariant, on appelle ça un foncteur covariant. Hein, un foncteur f de C vers D est aussi appelé foncteur covariant. Maintenant, donc si j'étais où? J'étais là. Étudier un exemple. Donc bilan, on a obtenu ce foncteur-là. Ça, je vais appeler ça le bilan 1. Et bilan 2, c'est en fait, on dispose d'un foncteur qu'on appelle le foncteur oubli. On dispose du foncteur oubli, qu'on note oub, qui va de la catégorie des ensembles ordonnés vers la catégorie des ensembles, qui a un ensemble ordonné associe l'ensemble sous-jacent. Et ça, les foncteurs oubli, on va en reparler beaucoup par la suite, c'est des foncteurs qui oublient une partie de la structure. En fait, dès qu'on a un ensemble muni d'une structure, on peut oublier cette structure. Et par exemple, si je prends un morphisme de groupe, eh bien, quand j'oublie la structure de groupe, j'obtiens des ensembles. Et un morphisme, c'est en particulier une application. Donc, je suis bien capable d'associer à un morphisme entre deux groupes une application entre les ensembles sous-jacents. Pareil, si je suis sur la catégorie des anneaux, je peux oublier la structure multiplicative. Et donc, j'ai un foncteur d'oubli de la catégorie des anneaux vers la catégorie des groupes. Ou si j'oublie la structure additive, j'ai un foncteur de la catégorie des groupes, des anneaux, vers la catégorie des monoïdes, etc., etc. On a plein de foncteurs oubli. Donc, donc, bilan numéro 2, on dispose du foncteur oubli, et donc on a un premier foncteur donc, qui va de la catégorie des ensembles vers la catégorie des ensembles ordonnés, qui a E associe P de E. Ici, je vais rajouter un petit hop. Et puis, je peux oublier l'ordre. Et donc, on dispose le premier foncteur qu'on va considérer, c'est le foncteur qui a un ensemble associe l'ensemble de ses parties. Alors, je n'ai pas le temps pour faire l'autre ensemble. Maintenant, il va falloir définir ce que c'est que le foncteur qui a un ensemble associe l'ensemble des applications de cet ensemble dans 0,1. Et on va voir que ça va être aussi naturellement contravariant. Et on pourra se poser la question, est-ce que je ne pourrais pas essayer de munir ça aussi d'un ordre? L'ensemble des applications de E dans 0,1,
est-ce que je ne peux pas essayer de munir ça d'un ordre? Un ordre qui, par exemple, serait l'ordre inférieur ou égal. Et on pourra regarder ensuite si on a un isomorphisme entre ces deux foncteurs. Un isomorphisme étant un isomorphisme entre ces deux foncteurs dans la catégorie que j'ai définie. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une transformation naturelle telle que j'ai une transformation naturelle inverse? Donc, je continuerai à tranquillement amener ces notions-là et l'algèbre sous-jacente pour qu'on soit bien à l'aise avec les foncteurs et les transformations naturelles. Et ensuite, on démontrera des résultats. Et les résultats qu'on va démontrer, c'est des résultats négatifs du type il n'existe pas de transformation naturelle d'un groupe abélien vers la partie libre de ce groupe abélien. Un groupe abélien est toujours constitué d'une partie libre du type Z puissance I et d'une partie avec torsion qui est un produit de groupe cyclique. Et on pourrait se dire, ah, ça serait super cool d'avoir une transformation naturelle, c'est-à-dire un morphisme que je puisse définir naturellement d'un groupe vers sa partie libre. Et avec cette notion de qu'est-ce que c'est qu'une transformation naturelle, c'est-à-dire qui marcherait pour tous les groupes à la fois, définie d'un seul coup, et surtout de façon compatible, on va pour montrer que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas construire de transformation naturelle. Voilà la suite prévue pour bien parler de transformation naturelle. Et ensuite, on continuera. Ça va naturellement, cette notion de transformation naturelle nous permettre de répondre à d'autres questions. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous. Je vais arrêter Merci, Colas. l'enregistrement là. Merci, Merci, Miguel. Colas. Merci, Ça met Miguel. des idées en place. Cool.